La mort survient souvent de manière inattendue, mais certains cas se distinguent par leurs circonstances étranges et inhabituelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 nouvelles histoires vraies de personnes décédées dans des conditions presque incroyables. Entre accidents insolites et événements improbables, ces récits nous laissent perplexes face à l'imprévisibilité du monde. Le 25 mars 2017, Akbar Salubiro, un homme de 25 ans, quitte son domicile dans un village reculé de l'île de Sulawesi, en Indonésie. Il se rend dans une plantation de palmiers à huile voisine pour récolter des fruits, une tâche qu'il accomplit régulièrement. Sa famille s'attend à le voir rentrer le soir même, mais lorsqu'il ne revient pas, l'inquiétude s'installe. Le lendemain matin, toujours sans nouvelles, ses proches signalent sa disparition. Les villageois commencent alors à fouiller la zone où Akbar avait été vu pour la dernière fois. Certains se souviennent avoir entendu des bruits étranges durant la nuit, ce qui accentue leur malaise. Plus tard dans la journée, un python réticulé géant, mesurant environ 7 mètres, est aperçu près de la maison d'Akbar. Son ventre gonflé laisse penser qu'il a récemment avalé une proie de grande taille. Craignant le pire, les habitants décident de capturer le serpent. Avec une angoisse croissante, ils ouvrent le python. À l'intérieur, ils découvrent le corps intact d'Akbar, ses bottes encore visibles. Cette scène macabre choque profondément tout le village. Il s'agissait là du premier cas entièrement documenté d'un python réticulé ayant avalé un humain adulte. Bien que ces serpents soient connus pour s'attaquer à de gros animaux, les incidents impliquant des humains sont extrêmement rares. La nouvelle de la tragédie d'Akbar se répand rapidement à travers le monde, suscitant des débats sur la cohabitation entre l'homme et la faune en milieu rural indonésien. Le python réticulé, originaire d'Asie du Sud-Est, est l'un des plus grands serpents au monde. Il peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long et est capable d'avaler ses proies entières, sangliers, cerfs, singes, etc. Bien qu'il évite généralement les zones habitées, il peut parfois s'aventurer dans les villages ou les exploitations agricoles à la recherche de nourriture. S'il attaque rarement l'humain, il peut le faire s'il se sent menacé ou voit une opportunité. Les experts estiment qu'Akbar a été victime d'un schéma classique de prédation. Le serpent l'aurait vraisemblablement attaqué par surprise, l'enserrant avec ses puissantes boucles. En quelques minutes, Akbar aurait perdu connaissance. Une fois la proie immobile, le python commence alors le lent processus d'ingestion. Grâce à ses mâchoires extrêmement flexibles, il peut engloutir des objets bien plus gros que sa tête et la digestion peut durer plusieurs semaines. La découverte du corps d'Akbar à l'intérieur du serpent a bouleversé la communauté. Une vidéo montrant les villageois en train de récupérer les restes du jeune homme a rapidement circulé en ligne, attirant l'attention du monde entier. On y voit clairement la silhouette de son corps à travers la peau tendue du python. Une image glaçante qui a marqué les esprits. Pour la famille d'Akbar, la perte est dévastatrice. Son épouse, Mounou, absente au moment du drame, a appris la nouvelle par les médias. Le choc a été immense, pour elle comme pour tout le village, tous peinant à comprendre comment un tel drame a pu survenir. Les pythons réticulés vivent généralement dans les forêts et zones reculées d'Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, aux Philippines et en Malaisie. Bien qu'ils préfèrent éviter les humains, les rencontres deviennent plus fréquentes à mesure que les territoires sauvages se réduisent. Dans les zones rurales, en particulier près des plantations de palmiers à huile, la faune pénètre souvent sur les terres agricoles, ce qui augmente les risques de confrontation. Ces plantations attirent des animaux comme les sangliers et les singes, proies naturelles des pythons, ce qui explique pourquoi ces derniers s'approchent parfois des habitations humaines. Le cas d'Akbar a aussi soulevé des inquiétudes concernant le développement des terres et ses conséquences sur la faune. L'expansion de l'industrie de l'huile de palme en Indonésie entraîne une déforestation massive, poussant les animaux à se rapprocher des zones habitées. Ce phénomène multiplie les risques de rencontres inattendues avec de grands prédateurs comme les pythons. Bien que rares, d'autres incidents similaires ont été signalés. En 2013, un agent de sécurité a perdu la vie face à un python devant un hôtel en bord de mer à Bali. Mais l'histoire d'Akbar reste unique car c'est la première fois qu'un cas d'ingestion humaine par un python est documenté avec autant de précision. Ce drame a ravivé les discussions sur l'équilibre entre développement humain et protection de la nature. De nombreuses questions subsistent. L'attaque aurait-elle pu être évitée? Le serpent était-il déjà là avant l'arrivée d'Akbar? Aurait-il pu s'échapper s'il l'avait vu plus tôt? Ces drames, bien que peu fréquents, rappellent les dangers liés au travail dans des zones reculées où la nature suit ses propres règles.
Le docteur Harry W. Green, spécialiste en écologie et biologie évolutive, estime que le python a probablement tendu une embuscade à Akbar, l'attaquant rapidement et l'écrasant par la force. Une fois la victime neutralisée, il aurait entrepris le long processus d'ingestion. Vu la taille de la proie, le serpent a dû rester immobile pendant plusieurs jours pour digérer. Même si ce type d'attaque est extrêmement rare, il illustre bien les risques liés aux interactions entre l'homme et la faune sauvage dans les régions isolées. Les pythons réticulés ne considèrent pas l'homme comme une proie habituelle, mais dans certaines circonstances, ils peuvent représenter un danger. Avec l'expansion humaine et la destruction des habitats naturels, de tels événements pourraient devenir plus fréquents. L'histoire tragique d'Akbar est un exemple rare mais terrifiant de l'imprévisibilité de la nature. Même si la majorité d'entre nous ne vivra jamais une telle expérience, ceux qui travaillent dans des zones reculées doivent rester vigilants quant à la faune qui les entoure. Dans la nature, c'est elle qui dicte les règles. Le 3 octobre 2014, à Diyarbakır, en Turquie, la ville se préparait à célébrer l'Aïd al-Adha, une grande fête religieuse marquée par la réflexion, le sacrifice et la générosité. Les familles achetaient des animaux, chèvres, moutons, vaches, en vue du rituel à venir. Mais pour Eval Yildirim, un garçon de 13 ans, cette journée qui aurait dû être ordinaire a pris un tournant tragique. Eval était un écolier joyeux qui aimait passer du temps avec ses amis. Cet après-midi-là, il jouait dehors, près de l'immeuble où vivait sa famille, sans se douter du danger qui le guettait juste au-dessus de lui. À l'intérieur du bâtiment, Mehmet Yildirim, le père de Eval, s'activait pour les préparatifs de la fête. N'ayant pas assez de place dans leur petit appartement pour garder la chèvre qu'il avait achetée pour le sacrifice, il opta pour une solution temporaire. Installer l'animal sur le toit de l'immeuble de 6 étages où il serait en sécurité et hors de portée. Mais l'environnement inhabituel rendit la chèvre nerveuse. Elle se mit à s'agiter, tournant en rond près du bord du toit. Une petite barrière était censée empêcher toute chute, mais dans un moment brusque et imprévisible, l'animal bondit par-dessus. Elle tomba de 6 étages et atterrit directement sur Eval. Le choc fut violent. Des passants accoururent pour lui venir en aide. Inconscient, Eval fut transporté d'urgence à l'hôpital. Malgré les efforts des médecins, rien ne put être fait. Ses blessures étaient mortelles. La chèvre non plus ne survécut pas à la chute, ajoutant encore à l'horreur et au chagrin de la famille Yildirim. Mehmet était effondré, incapable de trouver les mots face à cette tragédie incompréhensible. La situation déconcerta non seulement sa famille, mais aussi les autorités locales. Un procureur déclara n'avoir jamais vu un cas pareil. Une enquête fut ouverte pour déterminer s'il y avait eu négligence. Les autorités examinèrent si le toit était suffisamment sécurisé et s'il était légal de garder un animal à cet endroit. Mais quelles que soient les conclusions, rien ne pouvait changer l'issue. Eval était parti. L'histoire fit rapidement le tour du monde. Les gens furent bouleversés par la manière si improbable et tragique dont les faits s'étaient déroulés. Un simple geste, entreposer une chèvre sur un toit, avait conduit à une perte inimaginable. L'Aïd al-Adha commémore l'histoire du prophète Abraham, prêt à sacrifier son fils parfois, avant que Dieu, dans un geste de miséricorde, ne lui fournisse un animal à sacrifier à la place. Depuis des siècles, les familles perpétuent ce rituel comme un symbole de dévotion. Mais pour la famille de Eval, cette fête ne serait plus jamais la même. À Diyarbakır, la peine était immense. Beaucoup connaissaient Eval comme un garçon gentil et plein de vie. Sa disparition soudaine laissa la communauté dans l'incompréhension. De nombreuses questions persistaient. Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Aurait-il pu être évité? Et si la barrière avait été plus haute? Et si la chèvre avait été placée ailleurs? Et si quelqu'un avait remarqué son agitation à temps? Ces questions restaient sans réponse, ne faisant qu'intensifier le chagrin. Pour Mehmet, la douleur était insoutenable. Il ne faisait que préparer une fête religieuse importante sans imaginer un seul instant que son choix de lieu pour l'animal mènerait à une telle tragédie. Dans les jours qui suivirent, les habitants se rassemblèrent pour soutenir la famille Yildirim, offrant prières et condoléances. L'enquête se poursuivit, mais aucune décision juridique ne pouvait effacer ce qui s'était passé. La communauté devait désormais composer avec un événement sans véritable explication. Seulement, un immense sentiment de perte. La mort de Eval est un rappel brutal de l'imprévisibilité de la vie.
Une journée ordinaire, une décision simple et un hasard terrible ont suffi à déclencher une tragédie irréversible. Alors que la fête se poursuivait dans tout le pays, la famille Yildirim pleurait un fils arraché trop tôt, confronté à l'inacceptable et à une douleur que rien n'aurait pu prévenir. Le 2 juin 2017, à Wallace, en Californie, une petite ville au sud-est de Sacramento, Debra Bedard, 58 ans, originaire de San José, passait la soirée avec son compagnon de longue date, Richard Clark, 57 ans. Ensemble depuis 17 ans, ils avaient pour habitude de se promener tranquillement à travers leur verger privé d'oliviers. Ce soir-là ne faisait pas exception. Alors qu'ils circulaient paisiblement dans le verger, Debra tenait 2 verres de vin pendant que Richard conduisait leur voiturette de golf EZ-Go. La soirée était calme, semblable à tant d'autres. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. Au moment d'un virage à gauche, près de l'extrémité du verger, Debra perdit l'équilibre et chuta du véhicule. Les verres qu'elle tenait se brisèrent à l'impact et elle atterrit sur les éclats de verre. Ses blessures furent graves. Malgré les efforts immédiats de Richard, elle ne survécut pas. Les secours arrivèrent peu après. Mais il était trop tard. Sous le choc, Richard fut placé en garde à vue, soupçonné de conduite en état d'ivresse. Toutefois, il réussit les tests de sobriété sur place et l'enquête approfondie ne révéla aucun signe clair d'influence de l'alcool. La police autoroutière de Californie conclut que Richard ne conduisait pas de manière imprudente et toutes les preuves indiquaient qu'il s'agissait d'un tragique accident. L'agente Rebecca Myers de la California Highway Patrol confirma que la conduite de Richard n'était pas en cause. Le virage effectué était parfaitement normal et rien ne laissait penser à une négligence. Bien qu'il ait été retenu brièvement, Richard fut rapidement disculpé de toute responsabilité. Steve Bedard, le fils de Debra, s'exprima sur le lien profond qui unissait sa mère à Richard. Il les décrivit comme inséparables et insista sur le fait qu'il s'agissait d'un accident imprévisible, non d'une imprudence. Il souligna que Richard était un homme responsable et que les balades en voiturette faisaient partie de leur quotidien. Il soutint Richard, affirmant que la disparition de sa mère était un drame déchirant, mais non le résultat d'un comportement à risque. Malgré son propre chagrin, Steve défendit le caractère de Richard. Amis et proches abondèrent dans ce sens, se souvenant de Debra et Richard comme d'un couple aimant qui avait construit une vie solide ensemble. Richard, profondément bouleversé, écrivit un poème émouvant à la mémoire de Debra, exprimant son amour et la douleur immense que causait son absence. Il la décrivit comme sa plus grande joie, une présence irremplaçable qui laissait désormais un vide impossible à combler. Les collègues de Debra, chez Ace Relocation System, où elle avait travaillé plus de 20 ans, pleurèrent eux aussi sa perte. Ils parlèrent de sa gentillesse, de son engagement et de la chaleur humaine qu'elle apportait au travail. Nombreux furent ceux qui partagèrent combien son amitié et son énergie positive leur manqueraient. L'entreprise présenta ses condoléances et demanda que la famille endeuillée soit respectée dans son intimité. La fille de Debra, Melissa Quinones, exprima sa peine sur les réseaux sociaux, racontant l'immense douleur causée par cette perte soudaine. Elle évoqua le vide laissé par sa mère. Ces mots reflétaient la profondeur du deuil ressenti par toute la famille. L'accident laissa de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qui avait provoqué la chute de Debra? Le terrain ou le mouvement de la voiturette avait-il joué un rôle? Y avait-il quoi que ce soit qui aurait pu empêcher cela? Ces questions restaient sans réponse, ajoutant à la peine de ses proches. À la fin de l'enquête, il fut confirmé qu'il s'agissait d'un accident tragique, imprévisible et que personne n'aurait pu anticiper. Ce qui avait commencé comme une soirée paisible se termina en une perte inimaginable, bouleversant à jamais la vie de ceux qui aimaient Debra. Aujourd'hui, sa famille, Richard et ses amis doivent affronter la difficile épreuve du deuil. Le chagrin est toujours là et le souvenir de cette nuit restera à jamais gravé. Mais avec le temps, ceux qui aimaient Debra continueront de faire vivre sa mémoire en se rappelant les moments précieux partagés avec elle et l'amour qu'elle leur a donné. Nous étions le samedi 8 février 2025 à Cawdor, un quartier paisible du sud-ouest de Sydney. Rosanna Hachem, une mère de famille de 43 ans et maman de 4 enfants, fêtait son anniversaire à venir entourée de ses proches. L'après-midi s'annonçait joyeux, rempli de rires, jusqu'à ce qu'un drame inattendu vienne tout bouleverser. Rosanna, surnommée affectueusement Rose par ses proches, était assise dans son jardin avec sa meilleure amie, Amanda Hancock. Leurs familles respectives profitaient également de ce moment convivial.
Les deux amis prirent une rapide photo pour Snapchat. Pendant ce temps, leurs maris, Hassan Hachem et Yassar Hancock, déplaçaient le barbecue sous un abri alors qu'une légère pluie commençait à tomber. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait arriver. Soudain, un puissant éclair frappa un arbre situé à quelques mètres seulement. La décharge fut si intense que l'arbre explosa littéralement, projetant des éclats de bois tranchants dans toutes les directions. Rosanna fut frappée de plein fouet et grièvement blessée. Elle s'effondra sur le champ et malgré les efforts désespérés pour la sauver, elle ne survécut pas. Amanda, assise juste à côté d'elle, fut également blessée. Le téléphone qu'elle tenait dans ses mains explosa sous l'effet de l'électricité, lui causant de graves brûlures et plusieurs fractures. Elle perdit par la suite un doigt à cause de ses blessures. L'orage avait été aussi soudain que dévastateur. Les voisins, installés dans le quartier depuis des années, n'avaient jamais été témoins d'un tel événement. Rob Campisi, témoin de la scène, se souvint de ce moment terrifiant. La pluie venait à peine de commencer quand un bruit assourdissant retentit. L'électricité fut coupée et en regardant dehors, il aperçut un grand nuage de fumée. Hassan et Yassar, situés à quelques pas de là, s'en sortirent avec quelques égratignures, mais en se retournant, ils découvrirent Rosanna et Amanda au sol. Hassan se précipita vers sa femme, impuissant. La disparition de Rosanna fut un choc immense. Elle était une épouse dévouée, une mère attentionnée et une entrepreneur accomplie. Avec son mari, elle dirigeait The Groomery, un salon de toilettage pour chats installé à leur domicile. Elle laisse derrière elle un mari en deuil et 4 garçons âgés de 15, 11, 8 et 5 ans. Hassan partagea plus tard un souvenir douloureux. Lui et Rosanna avaient une tradition. Ils se disputaient affectueusement le droit de dire « je t'aime plus un », le premier, chaque soir à minuit. Quelques jours après sa mort, il se retrouva figé devant leur ardoise, où il notait les scores, un souvenir poignant de leur complicité. Amanda, bien que grièvement blessée, fut transportée à l'hôpital où son état fut stabilisé. Elle confia plus tard avoir du mal à accepter la tragédie, se demandant pourquoi cela était arrivé à Rosanna et non à elle. Elles étaient assises côte à côte, et pourtant, le destin en avait décidé autrement. Elle se rappelait clairement du moment de l'impact. Une lumière aveuglante, un bruit fracassant. L'éclair semblait se diviser en plusieurs branches, et la violence de la décharge fit éclater l'arbre, projetant des débris dans toutes les directions. La disparition de Rosanna bouleversa non seulement sa famille, mais aussi toute la communauté. Même les secouristes furent choqués par la scène. Les enfants présents au barbecue resteraient probablement marqués à jamais par ce drame. Amis et proches partagèrent leur chagrin, décrivant Rosanna comme une mère attentionnée et une épouse aimante. Son amie Gemma Powell parla d'elle comme d'une femme admirable, mère de 4 enfants, épouse dévouée et chef d'entreprise. Rosanna s'impliquait beaucoup pour sa communauté et avait une grande passion pour le bien-être animal. Sa vie fut fauchée bien trop tôt. Alors que la famille tentait de surmonter cette épreuve, la communauté se mobilisa. Une cagnotte GoFundMe fut lancée pour venir en aide à Hassan et aux enfants. En quelques jours, près de 18 000 $ furent collectés, un signe de l'affection profonde que les gens portaient à Rosanna. Malgré son immense douleur, Hassan exprima sa gratitude. Il se disait profondément touché par le soutien reçu. Alors qu'il tentait encore de comprendre ce qui s'était passé, il se raccrochait au souvenir de l'amour qu'ils partageaient. Leur petite tradition, « Je t'aime plus un », resterait à jamais gravé dans son cœur. Ce drame laissa derrière lui de nombreuses questions sans réponse. Comment un simple orage avait-il pu devenir aussi meurtrier, aussi vite? Pourquoi Rosanna et pas quelqu'un d'autre si proche? Aurait-on pu éviter cela? Personne ne pouvait répondre à ces interrogations. La foudre qui a coûté la vie à Rosanna était un phénomène rare et imprévisible. Si elle avait été à l'intérieur, aurait-elle été en sécurité? Si l'orage n'avait pas éclaté, leur vie aurait-elle suivi son cours normalement? Ces « et si » resteront à jamais sans réponse. Mais une chose est certaine, Rosanna était profondément aimée, et son absence laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connue. Alors que sa famille tente de continuer à avancer, elle s'accroche à l'amour et aux souvenirs qu'elle leur a laissés. Rien ne pourra effacer la douleur de sa perte, mais son empreinte perdurera à travers ceux qui l'ont aimée. Le 6 juin 2016, Virginia Beach était animée par des familles venues profiter du soleil et de la brise marine. Parmi elles se trouvait Lottie Michelle Belk, âgée de 55 ans, venue célébrer son anniversaire et son anniversaire de mariage entourée de ses proches. La journée avait parfaitement commencé, sable chaud, vagues tonitruantes, rire dans l'air, mais en un instant,
tout a basculé. Originaire de Chester, en Virginie, Lottie était une épouse, une mère et une membre engagée de sa communauté. Ancienne militaire de l'armée américaine, elle avait servi de 1980 à 1983 avant de poursuivre dans la réserve. Par la suite, elle s'était investie dans les services de santé mentale et avait récemment obtenu un master en administration des affaires, MBA. Passionnée par l'aide aux autres, elle participait activement à la vie de la First Baptist Church Centralia, notamment dans les ministères d'accueil et auprès des enfants. Elle dirigeait également Simply Pink Boutique Plus More, un commerce qu'elle gérait tout en restant pleinement dévouée à sa famille. Ce jour-là, Lottie et ses proches s'étaient installés près de l'océan Front, un lieu très fréquenté par les habitants comme les touristes. Le vent soufflait fort, avec des rafales atteignant 30 à 40 km/h. Les parasols de plage, souvent loués aux visiteurs, étaient ancrés dans le sable, mais la force du vent les rendait instables. Aux alentours de 17h07, un appel d'urgence signala une femme grièvement blessée sur la plage de la 33e rue. Des témoins racontèrent avec effroi le moment où un grand parasol, arraché par une rafale, s'éleva brutalement dans les airs et tourbillonna à vive allure. Hugues Martin, employé de la promenade, compara la scène à un passage du magicien d'Oz, tant l'objet semblait emporté comme par magie à travers la plage. Lottie était en train de parler avec des enfants quand l'énorme parasol la frappait de plein fouet. L'impact fut terrible. Des témoins, des maîtres nageurs et des passants se précipitèrent pour l'aider du mieux qu'ils pouvaient. Mais malgré tous leurs efforts, ses blessures étaient trop graves. Les secours arrivèrent rapidement et tentèrent de la stabiliser avant de l'emmener à l'hôpital. Malheureusement, le traumatisme causé par l'impact était trop important et Lottie fut déclarée décédée peu après son arrivée. Les autorités conclurent que le vent violent avait transformé le parasol en projectile mortel. La police de Virginia Beach ouvrit une enquête, faisant intervenir dans un premier temps la brigade criminelle. Mais après examen des faits, l'incident fut qualifié d'accident tragique, sans aucun acte criminel. Le parasol avait bien été fixé, mais les rafales étaient simplement trop puissantes. Sunrise Beach Services, la société responsable de la location des équipements de plage, déclara avoir respecté ses procédures d'installation, mais lança une révision interne suite à ce drame. La famille et les amis de Lottie eurent du mal à croire à sa disparition soudaine. Elle adorait la plage et personne n'aurait imaginé qu'une journée si joyeuse puisse se terminer de façon aussi tragique. Ce drame souleva des questions sur la sécurité sur les plages, notamment sur la nécessité de retirer ou de renforcer les parasols en cas de vent fort. Perry Boucher, propriétaire de Sunrise Beach Services, reconnut l'accident et assura au public qu'un réexamen des règles en vigueur était en cours. Ce jour-là, les vents avaient atteint des vitesses dangereuses et personne ne s'attendait à un tel dénouement. La mort de Lottie laissa un vide immense. Elle était une épouse aimante, une mère dévouée et une source d'inspiration pour beaucoup. Ses proches se souviennent d'elle comme d'une personne généreuse, toujours tournée vers les autres, que ce soit par son travail, son engagement religieux ou son entreprise. À la fin de l'enquête, les autorités confirmèrent qu'il s'agissait d'un accident imprévisible. Mais le chagrin, lui, reste bien réel pour tous ceux qui ont connu Lottie. Son décès brutal laissa place à des interrogations. Aurait-on pu faire quelque chose de différent ? Des précautions plus strictes auraient-elles pu éviter ce drame ? Ces questions resteront probablement sans réponse. Mais une chose est certaine, Lottie a profondément marqué son entourage. Sa gentillesse, son engagement et son amour continuent de vivre dans le cœur de sa famille, de ses amis et de toute sa communauté.